Mesdames et messieurs, les représentants des partis politiques, de l'intercoalition des partis de l'opposition, mesdames et messieurs, les représentants des organes de presse, militants et sympathisants du mouvement républicain, distingués invités, mesdames et messieurs. Avant tout propos, je salue l'élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la magistrature suprême au Sénégal, qui matérialise la constante, la résilience, la cohérence et le dynamisme du PASTEF les Patriotes. PASTEF les Patriotes a su créer les conditions d'une alternance en 10 ans d'existence, alors que cela a pris 27 ans pour le président Abdoulaye Wade, 18 ans pour le président Laurent Gbagbo, 15 ans pour le président Hakainde Hichilema et 38 ans pour l'UDPS du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cela prouve que les mentalités ont évolué. La jeunesse africaine a compris les enjeux et commence à prendre ses responsabilités. Mes chers compatriotes, chers amis de la presse, le Congo traverse l'une des pages les plus sombres de son histoire sur tous les plans économique, politique, social, sécuritaire et judiciaire. Sur le plan social, nous remarquons une misère accrue avec l'augmentation du panier de la ménagère, la dégradation du niveau de vie et surtout le manque criard d'eau et d'électricité, occasionnant une psychose et une souffrance inouïe infligée au peuple congolais. Sur le plan économique, l'inflation galopante ne permet plus aux fonctionnaires, aux salariés du secteur privé d'une part et à la population congolaise de l'autre de faire face aux besoins quotidiens. Sur le plan sécuritaire, qui était supposé être le point le plus fort de ce pouvoir, puisque le président Denis Sassou Nguesso a toujours prôné la paix, plébiscité la paix. Cette paix est remise en question aujourd'hui, avec notamment le phénomène des bébés noirs. On note des exécutions extrajudiciaires de ces derniers, lynchés et brûlés à feu vif par une population en colère, délaissée par un État en faillite. Nous constatons par là que les citoyens congolais commencent à se faire justice, alors que l'article 8 de la Constitution du 25 octobre 2015 stipule « La personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Chaque citoyen a droit au plein épanouissement de sa personne dans le respect des droits d'autrui, de l'ordre public, de la morale et des bonnes mœurs. La peine de mort est abolie. » Sur le plan judiciaire, le ver est dans le fruit. Comme l'a reconnu le président Denis Sassou Nguesso, l'on voit bien une justice aux ordres. Nous avons le cas récent de l'arrestation de l'honorable Idover Mwani. On dénote bien un vice de procédure qui a prévalu lors de la mise en exécution de son arrestation, notamment la levée de son immunité parlementaire et la saisine de la Haute Cour de justice, alors que ce dernier, pour se prononcer, il faut que l'article 193 de la Constitution soit respecté. Je cite, les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, le Premier ministre, les ministres, les membres de la Cour suprême et les membres de la Cour constitutionnelle sont justifiables devant la Haute Cour de justice pour les actes qualifiés de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont mis en accusation par le Parlement réuni en congrès, statuant par un vote au scrutin secret à la majorité des 2/3 de ses membres. Par ailleurs, l'honorable Idover Mwani a dénoncé l'insécurité galopante dans notre pays et a fait des révélations selon lesquelles il faisait partie des personnes qui ont créé des troubles, commandité des actes de violence pour faire asseoir l'insécurité pendant le mandat du professeur Pascal Lissouba. Nous osons espérer que lors de son procès, il sera fait mention de ces révélations graves afin que les donneurs d'ordre et les complotistes de l'époque soient connus et répondent devant les tribunaux. Mes chers compatriotes, chers amis de la presse,
La question vitale qui préoccupe les Congolais aujourd'hui est une affaire d'extrême urgence. Il s'agit de la cession des terres au Rwanda par le président Denis Sassou Nguesso avec la complicité inouïe de son gouvernement. Pour rappel, lors de la visite d'État effectuée dans notre pays par le président rwandais Paul Kagame, du 11 au 13 avril 2022, une série d'accords ont été signés par le Congo avec le Rwanda, notamment accord portant cession de 12 000 hectares de terres congolaises au fonds souverain du Rwanda représenté par l'entreprise Crystal Venture, accord portant cession de la zone économique spéciale de Maluku à l'entreprise Crystal Venture, accord portant exploitation minière, accord de défense entre le Congo et le Rwanda, etc. La Constitution congolaise du 25 octobre 2015 dispose, dans son préambule, le peuple congolais réaffirme solennellement son droit permanent de souveraineté inégalable sur les richesses nationales et les ressources naturelles comme éléments fondamentaux de son développement. Aussi, l'article 5 de la même Constitution stipule: la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce au moyen du suffrage universel par ses représentants, élus ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple, aucun corps de l'État, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. En plus, l'article 219 de la Constitution dispose, je cite, « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire national n'est valable sans le consentement du peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum. » Or, en violation des dispositions de la Constitution rappelées ci-dessus, le gouvernement congolais avait décidé de céder 12 000 hectares de terres congolaises à l'État rwandais, sans autorisation du Parlement, violant ainsi l'article 217 de la Constitution qui dispose: le président de la République négocie, signe et ratifie les traités et les accords internationaux. La ratification ne peut intervenir qu'après autorisation du Parlement, notamment en ce qui concerne les traités de paix, les traités de défense, les traités de commerce, les traités relatifs aux ressources naturelles ou les accords relatifs aux organisations internationales, ce qui engage les finances de l'État, ce qui modifie les dispositions nature législative, ce qui sont relatifs à l'état des personnes et ce qui comporte cession, échange ou adjonction du territoire. Jusqu'à ce jour, ces fameux accords n'ont pas été révélés au peuple ni à la représentation nationale. Personne ne connaît de façon intrinsèque le contenu qui cache ces accords. Il s'est passé un silence de cimetière pendant tout ce temps, jusqu'à ce que nous soyons surpris de suivre une chaîne de télévision rwandaise où la présentatrice a affirmé que le Rwanda avait obtenu de la part du Congo 980 km² de terre au lieu de 120 km² précédemment stipulés, ce qui équivaut à plus de 3 fois la superficie de la ville de Brazzaville, 9 fois la superficie de la ville de France si on peut comparer, et 183 fois la superficie de la ville de Dolisie. Au regard de ce qui précède, le mouvement républicain a décidé de lancer une pétition en ligne demandant aux Congolais de se prononcer sur cette question des terres et envisage d'autres actions d'envergure jusqu'à faire descendre les Congolais dans la rue, conformément à l'article 27 de la Constitution du 27 octobre 2015 qui stipule le droit de manifester est garanti par la loi. Nous lançons ainsi un appel solennel à tous les Congolais, à toutes les intelligences, à l'élite, à la classe politique dirigeante et à l'opposition, aux confessions religieuses. Oui, l'Église ne joue plus son rôle. L'Église abandonne le peuple. L'Église abandonne les fidèles. Afin de faire bloc, afin que nous ne puissions vivre ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. En fonction de tous les rapports des institutions sous-régionales, régionales, y compris les Nations Unies, nous ne sommes pas sourds et muets de comprendre qu'aujourd'hui la source de tout ce qui se déroule dans ce pays frère, dont nos peuples partagent la même culture, c'est sans ces accords précédemment signés avec la République du Rwanda. Vive le Congo uni et indivisible, vive un Congo prospère et épanoui, que Dieu bénisse le Congo, le peuple gagne toujours. Je vous remercie.
Après le discours du président, nous passons donc à la session des questions-réponses. Question. Merci beaucoup. Je me présente Chrysostome Fouque Zonzeka. Je pose ma question pour le compte du journal L'Horizon africain. Monsieur le Président, vous soulevez des questions d'intérêt général. Des questions, ma foi, pouvaient être discutées dans un bureau avec les plus hautes autorités. Je fais allusion au président de la République, puisque vous êtes des acteurs politiques. N'est-il pas possible que vous menez des démarches au niveau de la présidence de la République pour obtenir de cette institution une audience pour que vous parliez de ces problèmes, pour que la vérité soit connue de tous, avant de vous engager dans des opérations de grande envergure, comme vous venez de l'annoncer dans votre propos liminaire. J'en ai terminé. Une autre question? Je suppose qu'il y a des journalistes ici, députés et autres. Quand on vient à une conférence de presse, c'est poser des questions, s'il vous plaît. Voilà, il y a le micro qui est là, on doit avancer. Merci, Monsieur le Président. Je suis émissaire des CEMO pour le journal Cocorico. Monsieur le Président, vous venez cela de faire presque un état de lieu sur ce qui se passe dans notre pays, surtout sur l'affaire des Rwandais dans notre pays. Monsieur le Président, vous êtes là en train d'évoquer une pétition auprès des Congolais que nous sommes, et en cas où les Congolais n'acceptent pas votre proposition, quelle sera votre démarche ensuite? Monsieur le Président, ce que vous posez comme disons, préoccupation, c'est délicat. Est-ce que vous avez l'ambition ou l'idée de regrouper la classe politique afin de poser des problèmes réels auprès des gouvernants ou auprès de ceux qui dirigent le pays, le pouvoir en place? Merci beaucoup. Une autre question? Oui, merci. Je suis Achille Tikabaka, directeur de publication du média en ligne Reportage 242. Je voudrais avoir votre sentiment personnel suite à l'interpellation ou à l'arrestation de Edgar Moani. Ça, c'est de 1. De 2, vous avez évoqué la question de la cessation des terres au Rwanda. Vous êtes sûr que si aujourd'hui, disons, quand vous envisagez de lancer une pétition pour que les gens adhèrent, que demain qu'ils descendent dans la rue, vous êtes sûr d'obtenir cela? Merci. Merci. Je suis M. Valda Sengal, correspondant du journal Les Échos du Congo-Brazzaville, un journal en ligne.
Je ne serai pas très long, mais je voudrais m'appesantir sur un aspect sur lequel vous avez insisté. Vous avez pointé du doigt l'Église en général. Vous avez dit que l'Église a abandonné le peuple, les chrétiens, le peuple de Dieu, le peuple congolais donc. Est-ce que vous vous êtes rapproché de cette Église pour mener quelques actions ensemble pour qu'il soit à vos côtés pour cette lutte que vous menez? La deuxième question, peut-être la dernière aussi. Vous vous engagez dans cette lutte, c'est vrai, vous êtes très courageux, c'est bien. On a besoin de courageux comme vous. Mais demain, si on vous interpellait, comme ça se fait souvent, tous les jours ça se fait, on peut vous coller un petit motif qui ferait qu'on vous prenne. Est-ce que vos amis politiques, je ne dis pas politiciens, politiques, parce qu'on fait de la politique pour envisager l'accession à la gouvernance d'un pays, est-ce que vos amis politiques sont d'accord avec vous? Est-ce que vous ne serez pas dessus que vous soyez abandonné, puisque souvent le courage n'est pas donné à n'importe qui? Je vous félicite pour terminer de votre courage, parce que c'est courageux ce que vous faites. Si je n'étais pas journaliste, j'allais vous applaudir. Merci beaucoup. Une autre question? Merci. J'interviens pour le compte de Média en ligne Panoramique Actu. C'est Rose Bosley. Moi, je vais un peu compléter les confrères. Je vais revenir, Président, sur la préoccupation du Rwanda, des terres qui ont été octroyées à l'État rwandais. Est-ce que dans cette démarche que vous revendiquez pour pouvoir mener cette pétition, est-ce que le chef de file de l'opposition est informé de cette démarche? Est-ce que vous voulez aller seul dans cette revendication ou c'est de manière collective? Deuxièmement, vous pointez du doigt l'Église catholique. À quoi vous vous attendez de cette Église au Congo? Brazzaville, bien évidemment. Merci. Une autre question? Une question, s'il vous plaît. Apparemment, il n'y a plus de questions. Passe. Président, vous avez la parole. Merci à vous, nos amis de la presse. Alors je vais commencer par les dernières pour terminer par les premières. Le journal Panoramique nous demande: est-ce que nous avons informé au chef de file de l'opposition ce que nous menons comme démarche? Et il demande: est-ce qu'il est d'accord? Ça, c'est la première question. La deuxième, il demande: nous avons pointé du doigt l'Église catholique, qu'attendons-nous de l'Église? Alors, à propos de la première question, il faut dire que la loi numéro 2017 du 20 mai 2017 sur les partis politiques ne dit pas qu'un parti politique souverain pour entamer une initiative a besoin d'aller demander la permission à qui que ce soit. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, le chef de file de l'opposition n'est pas le chef de tous les partis politiques de l'opposition. Déjà même que la personne à la tête de notre opposition, entre guillemets, ne reflète pas l'image même d'un opposant. Parce que d'après les textes, la loi du 7 juillet 2017 sur le statut de l'opposition politique, il est clairement dit
est opposant celui qui s'oppose à l'action du gouvernement. La présence d'un opposant au sein du gouvernement l'astreint à la solidarité gouvernementale. Donc en gros, dans la logique des choses, l'UPADES, qui est le parti dirigé par le soi-disant chef de file de l'opposition, ne devrait plus être à l'opposition aujourd'hui, dès lors qu'ils ont un membre dans le gouvernement, en l'occurrence M. Honoré Saïd. Donc vous comprenez par là que c'est une distraction. Il est chef de file de l'opposition, il est soi-disant chef de file de l'opposition par la volonté même du PCT. C'est parce que le PCT a voulu qu'il soit là et il a été humilié, je pense qu'il y a quelques jours au Parlement. Je pense qu'il comprend que quand on sert le PCT, il faut toujours s'attendre à des humiliations au quotidien. Donc nous n'avons pas des comptes à rendre à Tassi Mabiala. Nous sommes un parti souverain, légalement constitué, et nous menons des initiatives comme bon nous le semble en rapport avec les lois en vigueur de notre République. Est-ce que nous devrions associer les autres composants de l'opposition? Oui, nous le ferons. Nous sommes en train de nous constituer en grande plateforme aujourd'hui. Dès lors que les choses seront officialisées, nous, en tant que mouvement républicain, irons vers nos amis de cette intercoalition des partis d'opposition pour poser ce problème et nous regarderons si nous pouvons mener des actions ensemble avec nos amis de l'intercoalition. 2, vous demandez, vous dites l'Église catholique. Qu'attendez-vous? Je n'ai pas parlé de l'Église catholique, j'ai parlé de l'Église. Au Congo, il y a diversité des religions et des foi. L'Église catholique, c'est parce que c'est la première église à être implantée, la plus structurée peut-être. Mais j'ai parlé de l'Église, que ce soit l'Église catholique, l'Église protestante, les églises de Revel, les Kimboristes, tout le monde. Oui, ce que nous attendons de l'Église, c'est qu'elle arrive à prendre ses responsabilités à un moment donné. On ne va pas aller loin, il faut regarder en face de chez nous, en RDC. L'Église catholique a mis la pression au régime de Kabila et ils ont cédé. Quel est le rôle de l'Église? Le rôle de l'Église, c'est de veiller au bien-être des âmes, leur salut. Mais si les âmes sont dans l'angoisse, si les âmes sont dans la précarité, dans la misère, dans l'abandon, dans l'indignité, pensez-vous que l'Église joue son rôle? Non. Moi, je suis chrétien pratiquant. Et je le dis, l'Église catholique, l'Église protestante, l'Église en général au Congo a failli parce que l'Église est devenue une poubelle au Congo. Nous avons vu beaucoup des évêques aller se retrouver à Ouando, chez Ndégué. Ils sont allés faire quoi là-bas? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire à Ouando? Autour d'un repas, en train de prendre du vin et autres. Pensez-vous que si un opposant dans ce pays décide de convier l'Église catholique ou les autres corps de l'Église à un repas fraternel, l'Église va répondre présent? Non! C'est ça le problème de l'Église. C'est ce que nous reprochons à l'Église. Moi qui vous parle, j'ai prêché la parole de Dieu. Et même quand je prêchais, je ne marchais pas les mots. Nous voyons ailleurs comment l'Église se comporte. L'Église au Congo est impuissante, irresponsable, manipulée. Ça, il faut le dire. Et toutes les fois que j'ai l'occasion de rencontrer les hautes autorités de l'Église, je leur dis la même chose. Ce que nous attendons de l'Église, c'est que l'Église arrive à prendre ses responsabilités. Le peuple est abandonné. Le PCT est en train de maltraiter le peuple. Denis Sassou Nguesso a mis le pays à terre et l'Église assiste. On peut dire aujourd'hui, l'Église est en situation de non-assistance à un peuple en danger. Et ça, c'est inadmissible. Et ici, je profite de lancer un appel solennel aux croyants, aux chrétiens comme moi. Arrêtons d'être des marionnettes. Arrêtons d'enrichir les prophètes, les pasteurs et autres, alors qu'ils sont incapables de veiller sur nous. Ils sont capables de veiller sur notre bien-être. Il faut que l'Église se ressaisisse et que l'Église arrive à prendre ses responsabilités. Il y a M. Saint-Val des Échos qui a demandé l'Église mener des actions. Est-ce qu'il est possible de mener des actions avec l'Église? L'Église est apolitique. Nous sommes un parti politique, on n'a pas besoin de mener des actions avec l'Église. Lorsque l'Église catholique en RDC a commencé à mettre la pression sur le régime Kabila, ils avaient besoin des politiques. Ils doivent jouer leur rôle indépendamment des politiques.
Ils sont d'abord avant tout des citoyens, ces prêtres-là et les pasteurs. Ils n'ont pas des coupures d'électricité chez eux, ils n'ont pas des pénuries d'eau, leurs enfants ne sont pas dans le chômage, ils ne voient pas la situation chaotique de Marie Ngouabi, ils n'ont pas des enfants là-bas ou des neveux ou des nièces. Ils connaissent la situation du pays. C'est à eux d'agir indépendamment des politiques. Parce qu'il y a séparation de pouvoir et nous avons un État laïque. Donc on ne va pas se mélanger avec l'Église pour mener des actions. C'est interdit. C'est à eux de prendre leurs responsabilités. S'ils n'arrivent pas, qu'ils aillent faire école en face auprès de nos amis de la République démocratique du Congo. Vous avez demandé, vous avez dit l'interpellation, si vous êtes interpellé, arrêtez. Est-ce que vos amis politiques sont-ils d'accord avec vous? D'accord sur quoi? Je viens de dire qu'un parti politique doit mener ses actions indépendamment, étant donné que vous êtes souverain. Est-ce qu'on a besoin que nos amis soient d'accord avec nos points de vue pour que nous les défendons? Non. Mais quand vous parlez d'interpellation, j'ai déjà été arrêté 2 fois dans ce pays. En 2018, 3 jours au commissariat central de Dolisie, je suis allé à la maison d'arrêt, jugé devant tout le monde. Et ce procès a été déclaré un procès non-lieu. Il y a eu non-lieu. Pourquoi? Parce que je revendiquais à l'époque la mauvaise qualité d'eau et des pénalités débiles et on peut dire que c'est de l'escroquerie que ces compagnies-là infligent aux abonnés lorsqu'ils dépassent un peu. L'État congolais qui doit des arrêts et des arrêts, est-ce qu'il y a des pénalités dans ce sens? Donc, je veux dire ici, la prison ne nous fait plus peur. Nous avons passé 6 jours en 2022 dans les géos de la CID, ça ne nous a pas refroidi. Le président Diomaye Faye, il a fait 10 ans en prison. Quand il est sorti 10 jours plus tard, il est devenu président de la République. Ce que je veux dire aux magistrats congolais, aux juges, à la justice congolaise, vous rendrez des comptes si vous continuez à être les marchepieds, les marionnettes du pouvoir. Vous rendrez des comptes au peuple un jour. Parce que ce pays va changer. Je peux vous faire cette promesse aujourd'hui. Ce pays changera. Et le jour que ce pays va changer, le peuple se rappellera de tous ceux qui ont mis le peuple à terre et à genoux. Nous avons le média 242 qui demande quel est votre point de vue sur l'arrestation de l'honorable Moani. Ah oui, mon point de vue. Moi, je ne m'intéresse pas d'abord à l'insécurité dont il a mentionné, qui est d'ailleurs vrai. Mais il a fait des révélations fracassantes. Nous avons été envoyés à l'époque, entre 92 et 97, à mettre le feu. Ah oui, il y avait le feu dans ce pays. Lorsque le président Denis Sassou Nguesso déclarait dans les meetings, lorsque la Constitution est violée, les démocrates doivent l'accepter, lorsque les gens coupaient le goudron un peu partout, lorsqu'on a paralysé Brazzaville. Mais là, nous avons des réponses. Et c'est ce qui m'intéresse. Qui envoyait la bande de l'honorable Idover Moani à mettre du bordel dans le régime du professeur Pascal Souma? C'est ça la question qui m'intéresse. Et ça, j'y veillerai personnellement lors de son procès, parce que quand quelqu'un agit, il disait qu'il y a des commanditaires. Et donc ce commanditaire-là, c'est lui le responsable de 300 000 morts qu'il y a eu dans ce pays, lors de la guerre de 97. C'est ce monsieur-là qui est le responsable. C'est lui. Et je voudrais bien entendre l'honorable dire quel était son commanditaire, qu'il les envoyait pour mettre le feu et le sang entre 92 et 97. Parce que nous avons perdu des parents pendant cette époque. J'étais certes jeune, mais on a perdu des parents, des proches. Et donc, ce sont des crimes qui ne peuvent pas être impunis. Et il vient de donner là donc la matière au peuple congolais. Nous y veillerons pour connaître enfin cette personne. Et cette personne est passive même des crimes contre l'humanité. Je pense que la place de cette personne qui donnait les ordres à l'honorable Moani se trouve à la CPI. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, pour les questions sécuritaires, mais il a raison. Mboulou, Ndégué, ils ont échoué. Est-ce que c'est faux? Quand vous êtes directeur général de la police depuis 1997, ça fait combien d'années aujourd'hui? Quel est l'état du pays aujourd'hui? Les bébés noirs. Quand la population commence à brûler les gens, les citoyens ne peuvent pas se prononcer. Avant tout, avant d'être député, il est citoyen d'abord. Alors, lorsqu'il donne son point de vue sur une question qui mine la sécurité des Congolais, n'a-t-il pas raison? Il a raison de se prononcer. Mais où est la liberté d'expression? L'article 25 de la Constitution du 25 octobre 2015 est clair. Les citoyens peuvent, par l'écrit, la parole, même l'image, vous pouvez caricaturer le président Denis Sassou Nguesso, vous dites
si Denis Sassou Nguesso doit partir, vous mettez ça dans la... C'est votre façon de vous exprimer puisque la loi l'autorise. Alors le mal était où dans tout ce qu'il a fait? Donc là, on comprend qu'il a été broyé par le même système qu'il a servi. Et la procédure, je l'ai dit, c'est une procédure erronée, parce qu'on ne peut pas aller prendre quelqu'un chez lui la nuit, le garder alors que c'est un élu du peuple. Il fallait lever son immunité avant toute action de la part de la CID. Et cette CID-là aussi, parlons-en. Quel est leur rôle dans ce pays? La CID. Il y a des détournements de deniers publics un peu partout. Le ministre Jean-Jacques Bouya a construit. Il dit qu'il doit, pardon, le directeur des impôts. Il détourne, présumé détournement de 2 milliards, on le place à la maison d'arrêt, il prend du... La question ici, c'est de savoir que veulent réellement les Congolais. On ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Cette situation des terres, vous dites, qu'est-ce que vous préconisez pour regrouper la classe politique? Vous savez, nos amis du PCT, ils sont bordés. Ils sont bordés, ils sont dans l'insuffisance, ils se croient les plus intelligents, les plus doués, mais en fin de compte, ils n'arrivent à rien faire. Leur bilan est nul. En 40 ans de gestion, 50 ans de gestion du PCT, le pays aujourd'hui est parmi les derniers en termes de développement. L'un des plus corrompus au monde. À quoi bon être orgueilleux si vous êtes incapable de diriger une nation de 6000 âmes? Le PCT, je pense que c'est un parti où les esprits sont embrigadés et vous allez entamer quelques discussions. Par ailleurs, avec les partis d'opposition, je vous ai dit, ce n'est pas toutes les positions. Parce que la Constitution dit, la loi sur les partis, sur le statut de l'opposition dit que l'opposition est plurielle. Donc il y a beaucoup de groupements, beaucoup de partis de l'opposition, chacun défend une ligne. Et pour ce qui nous concerne, le mouvement républicain, nous sommes de l'Alliance pour l'alternance démocratique en 2026 avec 2 autres partis. Et aujourd'hui, nous sommes de l'intercoalition des partis de l'opposition aussi, avec plusieurs partis politiques. Au moment opportun, lorsque les choses vont rentrer dans l'ordre, nous discuterons de ces questions-là ensemble et nous regarderons si nos amis vont être d'accord avec nous pour des initiatives allant dans le sens de notre souveraineté. Donc ici, je parle de la cession des terres. Et enfin, je vais terminer par la question de M. Chrysostome du média Horizon Africain, qui nous demande, n'est-il pas possible de demander une audience auprès de la présidence, donc auprès du président, pour discuter de ces questions en homme politique? Oui. Nous sommes avant tout des républicains. Nous sommes avant tout des républicains. Et ce qui nous caractérise, c'est que nous aimons ce pays et nous avons besoin de ce pays en paix. Nous ne sommes pas, comme certaines taxes des extrémistes, de cette éventuelle possibilité de rencontrer le président de la République pour des discussions concernant l'état de la nation. La loi, et nous sommes de la mode politique qui aimons dire des choses comme il le faut, de façon solennelle par rapport à la marche du pays. Ça, nous le ferons. Mais au-delà de ça, comme je l'ai dit, nous lancerons des actions d'envergure sur l'ensemble du territoire national et dans les brefs délais, si cette question des terres n'est pas résolue, nous lancerons un appel à mobilisation à tout le peuple. Et je pense que le peuple répondra présent. Et si, comme souvent, nous avons vu nos amis Cédric Balou qui a déposé une demande à la préfecture rejetée par le préfet, parce qu'il avait prévu une marche demain, nous n'allons pas dire si notre demande est rejetée dans ce sens. Nous prendrons nos responsabilités en tant que mouvement républicain. Et ce jour-là, nous prendrons l'opinion nationale et internationale à témoin. Nous allons nous battre pour nos terres. Nous allons nous battre pour notre pays. Nous n'allons pas laisser un groupuscule
des initiés, piétiner ce pays, détruire ce pays, piller ce pays. Non. Je ne me suis pas engagé en politique pour que j'assiste à ce spectacle. Et s'il faut aller en prison... Des contacts avec les chancelleries de la place, je ne parlais pas de chancellerie occidentale, hein. N'importe quelle chancellerie, même vous savez, RDC, du Gabon ou tout d'ailleurs, d'Afrique de l'Ouest par exemple. Merci beaucoup, Président. Une autre question? Merci, Président. Pendant que vous évoluez dans votre argumentaire, une pensée a traversé mon esprit. Nous sommes sensiblement à 2 ans de l'élection présidentielle. Monsieur David, êtes-vous conscient? Saviez-vous qu'en 2 ans de l'élection, il va se passer beaucoup de choses? Le contexte international aidant, et que pour arriver à cette échéance, l'eau va couler sous le pont, en bien, en mal. Vous le saviez, vous êtes conscient de ça? Une autre question? C'est bon. Monsieur le Président, je voulais savoir quel pourrait être le rôle actif que votre mouvement républicain jouera pour redresser... Pardon, excusez-moi, j'ai pas compris. Quelle sera votre action? Oui. À propos de quoi? Pour redresser le pays. Ça, c'est quand je serai président ou bien Là, maintenant? vous serez... Non, à ce net moment. Parce que politiquement, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? De changer ce pays, politiquement. Parce que les rapports de force ne pèsent pas votre faveur. D'accord. Alors, que ferez-vous? Est-ce que vous allez vous soulever? Ou vous allez rester taciturne et parler pour rien? Une autre question? C'est le journal Le Réveil de conscience. Une autre question? Ouais. D'accord. S'il n'y a plus de questions, on va prendre le dernier plan. Alors, je vais commencer par la dernière. On nous demande quelle est notre action pour changer les choses dans ce pays. Est-ce qu'on va continuer à parler parce que le changement n'est pas possible? Voilà, tous les détails, voilà. Mon cher ami, pour les régimes autoritaires, comme les Nations Unies qualifient le régime de Brazzaville, il n'y a pas un régime autoritaire qui a résisté à la pression d'un peuple. Les gens disaient la même chose à l'époque de Mobutu. Bon, le Zaïre ne va pas changer et Mobutu va rester éternellement. Les gens ont dit la même chose à tous les dictateurs que nous avons connus. Ben Ali, Moubarak, Ami Dada, tous les grands dictateurs. Même Alpha Condé a été balayé. Il y a 3 possibilités de prendre le pouvoir dans un pays. 1, c'est par la volonté du peuple. Ça, le Congo l'a déjà exprimé en 92. Parce que le reste des élections depuis 2002, c'est du folklore. 2, c'est par un soulèvement populaire. Et ça aussi, le Congo l'a connu en 63. Les 3 glorieux, j'espère que vous connaissez même mieux que moi parce que je n'étais pas encore né. Les 3 glorieux, Zigulo a été balayé par la pression populaire. Et enfin, la 3e possibilité, c'était en 97, puisque le président Denis Sassou Nguesso est revenu par un coup d'état militaire. Donc nous avons déjà expérimenté les 3 façons de prendre le pouvoir. Ça veut dire que dans un pays comme le nôtre, dans la situation actuelle, ces 3 possibilités sont d'actualité. Parce que c'est l'actualité africaine aujourd'hui. Au Sénégal, il y a eu l'élection démocratique. Au Burkina Faso, ce sont des coups d'État. Et on a vu les soulèvements populaires, la révolution de Jasmin. Tunisie, Égypte, et j'en passe.
Donc le régime de Brazzaville n'est pas à l'abri de ces scénarios. Et nous, en tant que démocrates, ce que nous voulons, c'est de prendre le pouvoir comme en 92, par la voie des urnes. C'est ce qui nous préconise, nous. Parce que les armes, on connaît même. Moi, je n'ai jamais touché une arme. Mais par contre, le soulèvement populaire, oui. Un peuple qui se sent martyrisé a le droit de se soulever. Parce que le pouvoir appartient au peuple. Nos actions sont connues. Oui, nous parlons. C'est ce qu'on disait hier, quand Sonko prenait la parole, il parlait. Oh, il parle. Mais 10 ans plus tard, il est au pouvoir aujourd'hui. Et le MR a été créé il y a 7 ans seulement. Nous avons tout le temps d'affûter nos armes et un jour arriver aux affaires. Nos actions, c'est ce que nous faisons au quotidien. Nous conscientisons les peuples, nous vendons notre programme. Durant l'été, nous organiserons une grande activité où nous présenterons de façon officielle le programme de gouvernance de notre parti. Et lors du congrès de décembre 2024, notre premier congrès ordinaire, le parti va voir la possibilité ou non d'avoir un candidat pour l'élection présidentielle de 2026. La deuxième question, c'est la question de M. Akezo, qui dit que nous sommes à 2 ans de la présidentielle, moins de 2 ans même. Et est-ce que vous êtes conscient des enjeux? C'est-à-dire, ça peut aller dans tous les sens. Oui, j'en suis très conscient des facteurs politiques. J'en suis très conscient. Et ce que nous faisons va dans la droite ligne de cette perspective de la présidentielle en 2026. Parce que qu'on le veut ou non, en 2026, le président Sassou aura 83 ans. Il aura certes la possibilité de se présenter d'après la Constitution, puisque c'est une fois, renouvelable 2 fois. Mais pourquoi se positionner? Qu'est-ce qu'il va faire en 5 ans qu'il n'a pas pu faire en 40 ans? Donc la question de la candidature du président Denis Sassou Nguesso se posera à un moment donné. Et au-delà de ça, nous écoutons certains aventuriers politiques commencer déjà à balancer non, création du poste de vice-président, voilà, ce sont des affamés, c'est des gens sans dignité, où ils gèrent les partis politiques dans les chambres à coucher et dans le salon. Ils n'ont pas de militants, ils n'ont pas d'ancrage, les Congolais ne les connaissent pas. Et donc c'est des poussés qui viennent déjà pour essayer de ballonner. Pourquoi? Parce que certains voudront qu'il y ait des scénarios propices à la conservation du pouvoir. Le PCT va tomber dans ce pays. Parce que le peuple n'en veut plus. Les méthodes de tricherie, d'achat de conscience, de vol, il y a une limite pour ça. Que cette limite n'est plus loin. Et j'en mesure, M. Criso. J'en suis conscient de ces enjeux. Et je mesure tous les risques que je prends en tant qu'acteur politique à m'engager de façon solennelle et directe dans ce combat. J'ai été programmé pour ça. Et je suis prêt pour ça. Et enfin, la dernière question, c'est à propos des chancelleries. Pour la simple année 2023, nous avons effectué 14 voyages à l'étranger. Ce n'est pas parce qu'on voulait aller voir la Tour Eiffel. Ou bien on va quitter le Congo pour aller en Indonésie parce qu'on va aller voir les Asiatiques. Nous travaillons. Nous travaillons. Et je peux vous dire qu'il y a des chancelleries ici au Congo qui arrivent à nous recevoir. Nous discutons et nous faisons l'état des lieux sombres de notre pays. Et ils sont conscients de ça. Ils le savent. Ces ambassades. Et je peux vous dire que même à leur niveau, dans les discussions, vous comprenez que le malaise est profond. Oui, le malaise est profond. Nous sommes à l'heure de la convergence des luttes. Et le peuple congolais aujourd'hui doit prendre ses responsabilités. Par quels moyens? Chacun donnera la forme qu'il faut. Mais chaque citoyen doit se battre pour sauver ce pays. Parce que nous avons compris que ce pays est à terre. Voilà, chers amis de la presse, distingués invités, chers présidents de l'intercoalition.
grande était notre joie de passer cette période, ce moment de temps avec vous. Et j'espère que vous ferez bon relais de ce message, parce que généralement, il faut le dire aussi avec vous, la presse en ligne, je ne veux pas m'attaquer à eux parce qu'ils font souvent un travail remarquable, mais surtout les chaînes de télévision, on prend toujours des partis qui arrangent le pouvoir. Et ça aussi, c'est pas bien. Vous êtes impartial. Oui, beaucoup de médias ont maintenant peur depuis qu'on avait suspendu Vox le 19 décembre parce qu'ils avaient couvert une conférence de presse ici. Les gens ont maintenant peur. Mais la liberté de communication est garantie. La liberté d'expression. En tant que média, vous devez faire votre travail. Si nous continuons à vous appeler, à couvrir nos activités, c'est parce que nous pensons que vous pouvez faire un bon travail. Arrêtons de jouer au jeu du pouvoir. Dans tous les pays où la démocratie a triomphé, les peuples ont gagné, la presse a joué un rôle. Arrêtez d'être des esclaves du PCT. Arrêtez. Je vois des démissions un peu partout, dans les chaînes, dans les médias et autres. Arrêtons ça, là je m'adresse aux responsables des médias. Si vous n'avez pas envie d'ouvrir une chaîne, mais arrêtez de nous distraire. Nous devons avoir l'égalité des chances. Quand l'opposant dit, le problème du Congo c'est l'initiation des choses, dites ce que l'opposant a dit, et s'il a des problèmes, c'est l'opposant qui aura les problèmes, c'est pas le média. Pourquoi vous censurez? La Constitution dit la censure est prohibée. Arrêtons ces pratiques. Parce que je suis parfois étonné devant un reportage, on a dit les bonnes choses, et on vous balance ce que vous avez dit, mais de façon nonchalante. Non, ça je ne veux plus. Et si ces pratiques-là continuent, je citerai les médias. Je vous remercie.